L'histoire raconte que les premiers navigateurs qui débarquèrent à Madagascar, il y a peut-être moins de 2000 ans, étaient partis des rivages d'Indonésie ou d'Afrique orientale. Ils mirent le pied sur une île généreuse où la flore et la faune ne ressemblaient à nulle autre. Certains l'appellent l'île continent en raison de sa superficie, d'autres l'île rouge à cause de la couleur de sa terre. C'est aussi l'île de la diversité, le paradis des naturalistes, l'île des 18 ethnies. Autant dire que Madagascar peut offrir à chacun un visage bien différent. Lorsque le long courrier amorce sa descente sur Tananarive, le voyageur découvre un pays où chaque fond de vallée abrite des rizières verdoyantes. Les cultures pénètrent jusqu'au premier faubourg de la capitale. Au cœur de Tananarive, la réserve de Tsaratshot, c'est un site d'observation privilégié de la vie faune malgache. Tiens, un canard qui passe là, c'est pas la saison? Ouais. Ben non, mais normalement ils partent. Donc ça, c'est les seuls qui vont rester là, les 1 ou 2% qui vont nicher sur place, alors que la plupart sont partis nicher C'est un bec rose, non? ailleurs, ouais, dans Drossi. Sonia Ranarivel est arrivée à Madagascar à l'âge de 9 ans. Elle a baigné dans la nature dès sa plus tendre enfance. Avec son mari, elle a fondé en 1988 une agence spécialisée en écotourisme. On peut en une semaine voir 3 régions très différentes, vivre dans des climats différents, être aussi bien sur la côte. Il y a une grande différence entre côte est, côte ouest et les hauts plateaux. Ce qui m'intéresse, c'est de vivre toute cette diversité au quotidien. En quittant la capitale en direction du nord, on traverse les hauts plateaux. C'est le grenier à céréales de la Grande Île. La vie champêtre est restée traditionnelle. Le tracteur n'a pas remplacé le zébu. À l'origine, la majeure partie de Madagascar était recouverte de forêts. 85% de cet écosystème a disparu. En cause principalement les feux de brousse, la culture sur brûlis et l'utilisation du charbon de bois pour la cuisine. À seulement 2 heures de Tananarive subsiste un des derniers vestiges de la forêt primaire. Le couloir d'Anzuzurube. C'est un site précieux pour les amoureux de la nature. Il faut que je te trouve autre chose. Le Mananara Lodge est un balcon sur la forêt. C'est la dernière création de Sonia, un camp ouvert en 2007, loin des routes, loin du bruit. Ce reste de forêt est quand même un vestige énorme, très précieux, parce que sur une surface de 60 000 hectares, nous avons encore de la forêt primaire authentique, qui donc a été classée récemment, c'est un des derniers parcs naturels qui a été classé en décembre 2007. Et notre propriété privée ici est couverte de 2 tiers par ce parc. Donc on a accepté de jouer le jeu et les 2 tiers de la propriété privée sont classés également. Les guides locaux recrutés par Sonia dans les villages environnants lisent à livre ouvert dans la forêt. Ils accompagnent régulièrement des scientifiques ou des touristes passionnés de nature. Les arbres, les plantes et les animaux n'ont pas de secret pour Tine et Jean-Louis. C'est un caméléon qui s'appelle le Brevicornus. C'est une femelle. Et là, elle est en train de pondre, c'est-à-dire de préparer d'abord le trou. Elle va enterrer, cacher les œufs. Les caméléons pourraient bien être le symbole de l'endémisme à Madagascar. Plus de 60 espèces sur les 80 recensées dans le monde sont présentes sur la Grande Île.
Connaissant les habitudes des animaux, les guides ont l'œil aiguisé pour les repérer dans la végétation. Très farouche, l'Indri ou Babakout, le plus grand des lémuriens, est la vedette incontestée de cette forêt. Ceux qui viennent à Madagascar sont sensibles à l'environnement parce qu'ils ne viennent pas pour nos palaces ou pour des prix extrêmement compétitifs ou pour faire du shopping. Ils viennent parce qu'ils ont entendu parler de notre biodiversité. Et ils viennent aussi parce qu'ils ont été sensibilisés sur les menaces de cette biodiversité. Malheureusement, on parle beaucoup des feux de brousse et de la destruction de Madagascar à l'étranger. Le touriste, il ne faut pas qu'il se permette simplement de juger les Malgaches en disant que c'est les plus grands destructeurs de l'île. Parce que maintenant, on a enfin compris, 15 ans après, que la protection des lémuriens passe d'abord par le Malgache, parce que si le Malgache n'a pas assez à manger ou n'a pas de quoi se chauffer ou ne comprend pas le long terme, on ne peut pas lui interdire, on ne peut pas mettre des barbelés autour de toutes les forêts ici. D'où maintenant, cette notion d'écotourisme est déjà largement dépassée, parce que maintenant, on parle beaucoup plus de tourisme durable, parce que c'est plus générique et ça englobe mieux la problématique de notre produit touristique et Madagascar. Parce qu'en tant que touriste durable, il est aussi concerné par l'avenir des Malgaches et non pas que de la protection du lémurien. Ici, c'est le village qui s'appelle Mangarift. Tout petit. Ouais. Mangarift, ça veut dire rift, c'est le vent. Mang, c'est bleu. Ah, le vent bleu. Le vent bleu, c'est-à-dire le vent propre. Les gens, ils font l'élevage et puis la culture du riz. Manaon. Manaon. L'ensemble du personnel permanent ou saisonnier qui travaille au lodge est recruté dans les villages environnants. Les paysans fournissent la majorité des denrées alimentaires, fruits, légumes et viande de zébu. Depuis le début de l'installation du lodge, les retombées économiques sont significatives. Chaque village est spécialisé dans un type d'artisanat. Ici des forgerons, ailleurs des menuisiers, des charrons, des peintres. Pour la construction, Sonia a fait appel entièrement à la main-d'œuvre locale et au savoir-faire des artisans. Donc chaque bungalow a été cousu sur place avec des machines traditionnelles, des machines à coudre, sur une structure en bois rond, donc en toile. On a par exemple donc un système de fenêtres qu'on ferme comme ceci le soir venu. Tac, ça tient avec du velcro. Et la salle de bain était construite en briques avec des murs enduits, avec des teintes naturelles à base d'ocre et de fécule de manioc. C'est une chance pour des jeunes filles issues du milieu rural d'apprendre un métier. Le personnel est formé sur place aux techniques de l'accueil hôtelier et de la restauration. C'est plus sur le bruit. Il y a du poulet aussi, non? C'est un zébu avec un os. Un zébu à cuisse. Le tourisme est un phénomène assez nouveau ici, c'est-à-dire le pays s'ouvre vraiment au monde que depuis une dizaine d'années. C'est pour ça que je suis une militante du tourisme durable, parce qu'on est responsable un petit peu de l'introduction d'étrangers sur des sites reculés. Donc on est responsable de l'attitude de nos clients vis-à-vis de ces villageois. On est responsable parce qu'on montre ces régions, on les fait découvrir.
Au cœur de Madagascar se dresse le parc national de l'Ichal. Un massif ruiniforme sculpté par l'eau et le vent, un enchevêtrement de canyons, une succession de murailles. L'histoire de cette oasis surgit dans cet univers rude et inhospitalier a commencé en 1993. Mes parents ont vécu à Madagascar il y a un certain nombre d'années. À l'époque, mon père était militaire et il avait été chargé d'organiser une manœuvre dans l'Ichal avec l'armée malgache. Et donc, la première fois qu'il a découvert l'Ichal, il était dans les airs. Il était dans les airs, c'est un ancien parachutiste. Et c'est vrai mes parents ont beaucoup aimé leur séjour à Madagascar et notamment mon père avait été très impressionné par l'Ichal. C'est véritablement le coup de foudre pour le jeune Saint-Cyrien. Revenu à la vie civile, Gilbert Colombier crée le premier hôtel à l'orée du parc national dans cet endroit magnifique, mais semi-sauvage et isolé. Un vrai défi. Les Malgaches ne connaissaient pas le travail de la pierre. En effet, leurs maisons sont en briques et en pisé. Gilbert Colombier forme des équipes d'artisans pour construire une structure qui s'intègre au mieux dans cet environnement minéral et préservé. Anne Colombier, ses deux frères et son mari, Laurent, ont repris le flambeau, eux aussi hôteliers et bâtisseurs. On emploie un peu plus de 200 personnes. Il y a 130 personnes qui s'occupent des 2 hôtels et 80 environ qui s'occupent des chantiers. On fait la construction aussi nous-mêmes, donc on a 2 équipes, à la fois une équipe de chantier, une équipe qui travaille à l'hôtel. Il n'y a pas dans notre région, nous n'avons pas d'école hôtelière, donc nous formons le personnel sur place. Donc c'est vrai que pour les gens d'un village comme Ranouir, qui est un petit village, c'est une opportunité d'apprendre un métier. Et après, s'ils souhaitent nous quitter et aller travailler ailleurs, c'est vrai qu'ils peuvent trouver des emplois dans tous les hôtels de l'île. L'hôtel dispose d'un atelier de menuiserie et fabrique lui-même ses meubles sous le regard attentif d'un ancien compagnon du Tour de France. Les habitants de la région, les Bars, ne cultivent pas. Ce sont par tradition des éleveurs, si bien que l'hôtel a dû créer son verger et son potager. Canyons étroits pour la randonnée ou grands espaces pour la chevauchée, le massif de l'Ichal évoque réellement un décor de western. Mais une menace allait surgir. La fièvre bleue, celle du saphir, allait s'abattre sur la région. Les premiers saphirs ont été trouvés en 1998. Ça s'est vraiment apparenté à la ruée vers l'or, c'est-à-dire qu'un petit village à l'origine où vivaient une vingtaine de personnes, en quelques semaines, des taxis-brousses entiers, alors ce n'était pas des diligences, mais des taxis-brousses sont arrivés pleins de mineurs qui venaient s'installer comme ça dans la région. Donc c'est vrai que nous, on est une région à vocation touristique, on est tourné vers un parc national qui est une aire protégée. Et on a été assez effrayés de voir toutes ces personnes arriver dans la région comme ça, très soudainement. Et c'est vrai qu'ils cherchent des saphirs juste à côté du parc national.
La région s'est transformée en un immense gruyère. Il a fallu déblayer des tonnes de terre ocre avant d'atteindre le gisement situé dans l'ancien lit de la rivière à 30 mètres sous le niveau du sol. La rumeur s'étant répandue que le gisement pouvait s'étendre à l'intérieur du parc, l'armée est intervenue. De plus, un sentiment d'insécurité latent dû à quelques règlements de compte sanglants entre trafiquants allait effrayer les touristes. Marc Noveras négocie des pierres précieuses. Au début, on achetait des pierres sur des nattes en paille avec de l'argent plein les sacs de sport et une insécurité complète dans des 4x4 et tout ça. Ensuite, on a construit des maisons en bois et finalement des maisons en briques. Aujourd'hui, Ilakak est devenue une grande ville. C'est plus le western, le Far West qu'on a connu au début, évidemment. La vie s'est organisée à Ilakak autour du saphir. La ville est même devenue presque coquette. Les touristes s'y arrêtent à nouveau. Des visites du gisement à ciel ouvert sont organisées. Des boutiques ont pignon sur rue et commercialisent les pierres précieuses. Des ateliers se sont installés où l'on y taille les saphirs et d'autres gemmes de Madagascar. Les pierres d'Ilakak sont de bonne qualité. Reconnues dans le monde, elles s'exportent et s'exposent dans les vitrines des plus grands joailliers. La plupart du saphir ici est de couleur rose à rose violacé. D'où cette ligne arc-en-ciel qui démontre un peu toutes les couleurs ici du saphir d'Ilakak, donc du rose au bleu, au vert, au jaune, en passant par tous les tons, les demi-tons de couleurs. Donc c'est assez exceptionnel et typique du gisement d'Ilakak. Finalement, on a trouvé un certain équilibre. L'activité minière est restée cantonnée autour du village d'Ilakak et le parc a retrouvé sa majestueuse sérénité. Madagascar est baignée à l'est par l'océan Indien. Les Pangalanes, une zone lagunaire très humide s'étend tout au long de la côte. Une sorte de petite Venise verte malgache. Vivi Razak était déjà guide de tourisme, mais sa rencontre avec Sonia a été décisive. Il a participé au projet du Bush House, un lodge construit sur les rives du lac Ankininofi, ce qui signifie nid de rêve. Maintenant, Vivi gère le lodge avec une équipe de 9 personnes. Ah, tu as pêché un gros poisson, Simon. Tu le vends? J'en ai besoin. Tu l'as eu au filet ou à la ligne? Je suis venu ici en 1989 déjà, donc il y a 19 ans. Et j'ai presque tout fait avec Madame Sonia depuis le début, quoi. La construction, l'embellissement de l'hôtel, l'achat des bateaux et tout le reste. Et je suis resté jusqu'à maintenant. Le canal des Pangalanes longe la côte est de Madagascar sur 600 km de long. C'est une succession de lacs reliés entre eux par des canaux, certains naturels, d'autres creusés par l'homme. L'océan Indien, très agité, ne permet pas le cabotage. Commencé par les Français en 1940, le canal devait assurer une voie de navigation sûre entre Tamatave et l'extrême sud-est de l'île.
Depuis, il s'est partiellement ensablé. Les riverains de la bande côtière vivent essentiellement de la pêche. Quand la force de l'océan l'autorise, les pêcheurs de l'ethnie Betsi-Misarak affrontent les rouleaux dans leurs minuscules pirogues. Ils attendent avec calme la bonne ouverture pour se faufiler entre les vagues. Côté canal, la vie est nettement plus paisible. L'eau est un pur miroir à peine brisé par le sillage des pirogues. C'est un long canal tranquille. Le canal n'a plus de secret pour Vivi. Tout ce qu'on voit ici, on les appelle vire en malgache ou bien oreille d'éléphant en français. C'est donc une plante qu'on peut utiliser en période de disette. Par exemple, donc, il y a des graines pour manger avec du riz. Et quelquefois, on peut trouver des crocodiles ici. Hein. Il faut faire attention. La voie navigable a perdu sa fonction commerciale. Les gros chalands ne l'utilisent plus. Mais elle reste une artère vivante reliant les villages. Le canal et les lacs aussi sont très poissonneux. Les femmes pêchent au filet de petits alevins très riches en protéines qui, une fois séchés, entrent dans la composition des sauces. Des petits jardins fournissent le manioc et les brèdes. La cuisine malgache utilise beaucoup de ces feuilles qui, pilées ou cuites à l'eau, accompagnent tous les plats. Bonjour, comment ça va? Tout va bien? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Le village d'Ampaontan. C'est là que Vivi a recruté tout son personnel. Une nouvelle maîtresse d'école vient de prendre son poste. Vivi vient faire sa connaissance. Bonjour madame le professeur, comment allez-vous? Je vais bien. Quoi de neuf? Tout va bien. Nous avons participé au financement de l'école avec le concours de l'ambassade de l'Allemagne. Nous avons fait le transport des matériaux et aussi nous avons fourni les bancs et les tableaux. Ce sont les touristes qui ont aussi participé à l'école parce que ce sont eux qui donnent des livres, des cahiers, aussi des stylos. Et ça, c'est une bonne chose, quoi. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va et vous? Ça va. Ah, c'est vous. Merci, madame. Mila. Mila. Vata. Vata. Vala. Vala. Vuvu. Vuvu. Vulu. Vulu. Deu. 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 Non,
Non, non. Un par un au tableau. Mademoiselle Mirette, 25 ans, assure seule l'éducation de 243 élèves. Après l'école, avant le repas du soir, toutes les petites filles du village se retrouvent autour du point d'eau pour une vaisselle n'utilisant que des produits biodégradables. À proximité du village, la réserve privée du Palmarium, outre une collection botanique, héberge sur 50 hectares une dizaine d'espèces de lémuriens en liberté. Le gardien, Monsieur Roméo, vocalise habilement et imite à s'y méprendre le cri des lémuriens pour les attirer. Sur la côte ouest de Madagascar, le long du canal du Mozambique, un cordon de sable blanc borde un lagon d'émeraude sur plus de 100 km. C'est le territoire du peuple Vèze. Une destination nouvelle dans un site pour les amoureux de plages désertes et d'eau cristalline. Et les futurs bungalows vont être là. Combien vous en rajoutez alors 5 bungalows 5 bungalows. Très près de l'eau, hein. Sonia organise la saison touristique et vient à la rencontre de Michel et Philippe Kotsoyanis. Un couple installé à Madagascar depuis 1993. Lui, architecte de formation, cherchait un endroit pour construire un hôtel de haute qualité environnementale. Quand j'ai découvert cet endroit-là, je me suis arrêté ici, je ne suis pas allé plus loin parce que c'était largement ce que je cherchais. C'était même au-delà de ce que j'avais imaginé. Je ne pensais pas du tout... je connais Madagascar, mais je n'imaginais pas que des endroits comme ça existent. Et donc on s'est arrêté ici. Or, la source d'énergie ici, évidemment, c'est le soleil, principalement, mais aussi le vent. Pour le soleil, avec le soleil, on a les chauffe-eau solaires ici, qui nous permettent d'avoir l'eau chaude. Et là-haut, on a les panneaux solaires et l'éolienne qui permet d'obtenir l'électricité. L'éolienne fournit 3300 watts environ, ce qui représente à peu près un tiers de l'électricité nécessaire. Et ça nous permet d'avoir une autonomie pour alimenter nos réfrigérateurs, congélateurs et toute la lumière de l'hôtel. La toiture est en Wunsch, c'est un roseau qui se cultive dans la région,
Avec les ouvertures permanentes, ça évite la nécessité d'installer une climatisation ou même une ventilation, ce qui est totalement inutile avec ce système-là. Les activités touristiques sont principalement tournées vers la mer. Farniente, baignade et promenade en pirogue traditionnelle pour rendre visite aux pêcheurs vèzes. Vèze signifie celui qui manie la pagaie. Les Vèzes tirent toutes leurs ressources de la mer. Ils pêchent au large en suivant les bancs de poissons ou dans le lagon à bord de pirogues traditionnelles à balancier. Leur technique, encercler une zone de pêche pour y concentrer le poisson convoité. Remarquable apnéiste, il pratique la chasse sous-marine sans palme et harponne les poissons avec des saguets. La pêche reste artisanale, si bien que la faune sous-marine est particulièrement riche. La plongée est une activité naissante dans le lagon. Fred Lucas dirige les plongées avec le souci de respecter le milieu sous-marin. Donc là, c'est des images que vous avez filmées à quelle profondeur? À une vingtaine de mètres. C'est sur l'ancien récif, en fait. L'eau est très claire, c'est chouette. Oui, l'eau est très claire dans cet endroit, dans cette zone sur la côte ouest, du fait qu'il n'y a aucune pollution. Il n'y a pas d'agriculture intensive, pas de pêche intensive, pas de pression touristique non plus. Il n'y a pas trop d'hôtels, donc Salar se retrouve préservé et a une qualité de faune et de flore sous-marine exceptionnelle. Donc tu fais un briefing des plongeurs, des clients avant de partir? Voilà, tout à fait, de ne rien toucher, d'observer seulement, nous sommes, voilà, de rester en symbiose avec l'élément et de ne pas comporter comme des intrus, quoi. Nous venons juste observer la faune sous-marine. Ça, c'était fait en quelle saison, ces images-là? Ça a été fait au mois de décembre. Mais toute la saison est bonne, en sachant que juillet-août, on aura les baleines en plus, ce qui est assez exceptionnel aussi. Les baleines à bosse remontent de l'Antarctique le long des côtes du canal du Mozambique pour venir se reproduire dans les eaux malgaches. En pénétrant légèrement à l'intérieur du territoire, la piste traverse une forêt d'épineux. Philippe entraîne Sonia à la découverte d'une curiosité botanique. Ceux-là, c'est les baobabs classiques, ce qu'on rencontre le plus fréquemment. Ceux qu'on va voir tout à l'heure, ils sont vraiment spectaculaires. Mais regarde, là, ils sont déjà grands, c'est plein de feuilles. Le baobab est certainement l'arbre le plus étrange de la planète. Ses branches ressemblent à des racines. Certains disent même qu'il pousse la tête en bas ou qu'il a été planté à l'envers.
Madagascar est de toute évidence la patrie du baobab. La grande île, à elle seule, compte 6 espèces sur les 9 recensées dans le monde. Allez voir ceux-là. C'est un superbe groupe. Toute une famille. Ils sont tous un peu tassés, mais très larges. Très large à la base. Ah oui, ils sont énormes. Tu as vu la taille de la base, là? Tu penses qu'ils ont quel âge, là, ceux-là? Ouh là, alors je serais incapable de te dire l'âge de ce... Plusieurs centaines d'années. De ce baobab. Plusieurs centaines d'années, ça c'est sûr. Et c'est des marches, là, pour monter? Des vieilles marches, hein, on dirait des marches cicatrisées. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'ils vont chercher là-haut? Bon, alors, il y a les fruits, il y a des fruits, effectivement, mais ces fruits-là, ils ne sont pas très, très bons à manger. Ils sont nutritifs, mais ils sont pas, ça n'a pas un très bon goût. Bon, en tout cas, ça a l'air d'être quand même efficace. Tu vas y aller? Non, non, je vais pas y aller, mais toi, tu essayes? Bon, ok. Allez, vas-y. Alors, pieds nus, hein, parce que là... Attends, tu es plus jeune que moi. Oh là, tellement. Oh, viens. Voilà. Bon. Ah, ils sont cassants, hein? Bah, celui-là, déjà, est cassé, tu vois. Et si je tombe? Oh. Voilà, celui-là est cassé. Oh, sinon... Tu vois, c'est peut-être à cause de la saison des pluies, parce que c'est très humide, là. Donc, je pense qu'il est gorgé d'eau. Donc, il faut s'en méfier. Hein. C'est plutôt... plutôt avec un beau. C'est quand même pas mal comme système. Hein. Tu peux t'assurer pour monter, tu peux t'assurer avec une corde, mais sinon ça a l'air d'être très pratique. C'est quelque chose à faire parce qu'on peut venir là pique-niquer, mais les clients les plus téméraires voudraient avoir la vue d'en haut d'un baobab et puis une belle photo souvenir. Hein. C'est quelque chose qu'on va faire. Le soleil va bientôt décliner sur l'horizon. La pêche se termine. Profitant du vent arrière, les pêcheurs sortent la voile pour rentrer au village. Tout le village se retrouve sur la plage pour le retour des pirogues. Les femmes viennent chercher le repas du soir. Le reste du poisson sera collecté et revendu au village de l'intérieur. S'il est un mot malgache que le voyageur retiendra, c'est Mouramour, doucement, doucement. L'art de vivre malgache tout en douceur et gentillesse,
sans oublier une agréable nonchalance.